Mon fils luttait pour sa vie en réanimation lorsque l'écran de mon téléphone s'est allumé, affichant le nom de ma mère. Sa voix était tranchante et glaciale, « C'est l'anniversaire de ta sœur demain. Viens aider aux préparatifs. » J'ai chuchoté en retour, « Je ne peux pas. Il tient à peine le coup. » Elle n'a même pas marqué de pause, alors tu es coupé des vivres. À cet instant, entre les bips des moniteurs cardiaques et le corps inerte de mon petit garçon, j'ai réalisé que je ne venais pas seulement de perdre ma mère, je venais de perdre la dernière illusion que j'avais d'une famille. J'ai raccroché, bloqué son numéro et prié pour que mon fils survive à la nuit. Le lendemain matin, il a ouvert les yeux pour la première fois depuis l'accident, m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré les mots qui allaient faire voler en éclats tout ce que je croyais savoir, « Papa, c'est mamie qui a fait ça. » Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes là avec moi. Écrivez simplement, « Je t'écoute » dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Parfois, même la plus petite connexion peut donner l'impression qu'une histoire est enfin entendue. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. Au fait, si vous voulez suivre ce voyage jusqu'à la vérité, pensez à vous abonner. Je m'appelle Bastien Delacroix et voici ce qui m'est arrivé. Tout a commencé par une matinée d'automne qui semblait comme les autres à Annecy. L'air qui passait par la fenêtre entrouverte de la cuisine portait cette odeur vive de sapin qu'on ne trouve qu'ici, en Haute-Savoie. La lumière du soleil balayait le plan de travail en de long très apaisant. Notre petit appartement au 2e étage n'était pas grand-chose, mais c'était le nôtre. Juste moi et mon fils de 7 ans, Léo, vivant une vie assez simple pour se sentir en sécurité. Je faisais cuire des œufs, écoutant le grondement de la bouilloire, quand Léo a débarqué dans la cuisine avec ses cheveux en bataille, parlant déjà des constellations et de la façon dont la gravité de Jupiter pourrait avaler la Terre comme une céréale au petit déjeuner. Il était vif d'esprit et demandait toujours pourquoi. Pourquoi le ciel était plus bleu après la pluie, pourquoi il ne pouvait pas aller seul à vélo jusqu'au parc des Glaisins, pourquoi les adultes oubliaient des choses que les enfants retenaient. Il gardait une immense carte IGN des sentiers scotchés au mur de sa chambre et la traitait comme un texte sacré. Ce matin-là, il sautillait à côté de moi près de la cuisinière, me racontant la grande balade qu'il avait prévue avec ses copains plus tard. Je l'ai taquiné en lui demandant s'il avait bien resserré ses freins cette fois-ci, et il a levé les yeux au ciel comme seul un enfant de 7 ans qui se prend pour un coureur du Tour de France peut le faire. J'aimais ces matins-là. Juste lui, juste moi. Un petit déjeuner assez simple pour ne pas se sentir pressé. Je travaillais comme technicien optique dans une petite boutique photo du centre-ville et je faisais des shootings en freelance le week-end. Rien de glamour, rien d'énorme, mais assez pour payer le loyer, l'assurance et mettre quelques euros de côté quand je le pouvais. Et plus que tout, c'était une vie complètement séparée de l'empire familial des Delacroix, resté dans notre banlieue huppée de l'ouest parisien. J'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de me défaire des attentes que ma mère drapait sur moi comme une camisole de force sur mesure. J'avais déménagé dans les Alpes pour pouvoir respirer. Pour que Léo puisse respirer. Le calme s'est brisé quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. Catherine Delacroix, ma mère. Rien que de voir son nom, j'ai senti une oppression sous mes côtes. J'ai décroché quand même. Sa voix parfaitement polie, inchangée, froide, nette, comme si elle présidait un gala de charité même quand elle vous insultait. Elle a demandé comment allait Léo sur le même ton qu'elle utilisait pour confirmer une réservation au restaurant, puis a immédiatement changé de sujet pour ce qui l'intéressait vraiment, n'oublie pas l'anniversaire de Camille la semaine prochaine. C'est important que tu sois présentable cette année. J'ai murmuré quelque chose de vague parce que chaque réponse claire menait à une dispute. Et avec elle, les disputes finissaient toujours par sa victoire. Quand j'ai raccroché, j'ai fixé le mur un instant, me rappelant la salle à manger aux baies vitrées immenses à Saint-Germain-en-Laye, ses tables dressées à la perfection et ses sourires forcés. Je me suis dit ce que je me disais toujours, tu n'es plus cet enfant. Tu choisis ta vie maintenant. Léo est passé en trombe devant moi, attrapant son casque et sa gourde. Papa, regarde. J'ai l'air d'un pro. Il a levé une jambe de façon théâtrale, comme s'il montait sur un vélo olympique, manquant de trébucher sur son lacet. J'ai ri, je me suis accroupi pour le lacet, et j'ai vérifié ses freins et ses pneus une dernière fois. Alors qu'il fourrait son téléphone dans sa poche, j'ai remarqué un appel manqué sur l'écran, un numéro inconnu avec l'indicatif de la région parisienne. J'ai ouvert la bouche pour demander, mais le père de son ami a klaxonné dehors et Léo a détalé vers l'escalier. Papa, n'oublie pas de regarder ma carte. J'ajoute un nouveau sentier aujourd'hui.
Il l'a crié par-dessus son épaule en disparaissant dans le couloir. La porte s'est fermée et le silence est retombé. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il montait dans la voiture, me faisant signe avec toute l'énergie du monde. Quelque chose en moi s'est contracté, rapide, subtil, comme une corde qui se tend sans raison apparente. Une lueur d'inquiétude que j'ai chassée parce que tout semblait si normal. Mais alors que je restais là, les paumes à plat contre la vitre froide, une idée a traversé mon esprit, non invitée, indésirable. Si j'avais su que c'était le dernier matin de notre ancienne vie, je l'aurais serré dans mes bras plus longtemps. Je rinçais un verre dans l'évier quand le téléphone a sonné à exactement 11h18. Je n'ai pas reconnu le numéro, un indicatif local, mais mon estomac s'est noué à nouveau quand j'ai répondu. Une voix de femme s'est fait entendre, stable mais urgente. Est-ce le père de Léo Delacroix? Ce seul mot, père, a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Le verre a glissé de ma main, s'écrasant dans l'évier. La femme a continué, il y a eu un accident sur le chemin forestier du Semnoz. Un 4x4 a percuté Léo. Il est inconscient. Les pompiers le transportent au centre hospitalier Annecy-Genevois. Je n'ai pas entendu tout ce qu'elle a dit. Je me souviens seulement de 3 mots pulsants dans mes oreilles, pronostic vital engagé. Je ne me souviens pas avoir verrouillé la porte. Je ne me souviens pas avoir attrapé mes clés. Je me souviens seulement de mes mains tremblant sur le volant alors que je fonçais vers l'hôpital, le monde extérieur devenant flou. Des images de Léo défilaient dans mon esprit, son sourire au petit déjeuner, se lasser des faits, sa petite voix expliquant la gravité. Je chuchotais, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Chaque fois que je tournais dans une nouvelle rue, une sirène hurlait quelque part à proximité, et je suivais le son comme si c'était le seul fil qui me guidait. Les urgences étaient un chaos de brancards, d'infirmières criant des ordres, l'odeur piquante de l'antiseptique dans l'air. J'ai trébuché jusqu'au comptoir d'accueil, à peine capable de parler. Mon fils, Léo Delacroix, 7 ans, accident de vélo. La réceptionniste a hoché la tête rapidement, son expression passant à quelque chose d'accent grave la fois professionnel et compatissant. Un coordinateur m'a conduit dans une petite pièce sur le côté où les murs semblaient trop proches. Un médecin est entré et son visage a tout dit avant ces mots, traumatisme crânien sévère, hémorragie interne, côte cassée, jambe cassée. Il a répété, critique, comme si c'était un diagnostic en soi. Les prochaines 48 heures sont cruciales, a-t-il dit. Quand ils m'ont finalement laissé le voir, je n'ai pas reconnu mon propre enfant. Son petit corps était englouti par des bandages, des tubes et des machines qui respiraient pour lui. Son visage, mon garçon brillant et curieux, était enflé, contusionné, trop immobile. J'ai senti le monde basculer. Un infirmier nommé Thomas est tenu à mes côtés, expliquant chaque machine et moniteur d'une voix calme et posée. Il m'a dit que je pouvais parler à Léo, même s'il ne pouvait pas répondre. Son cerveau a encore besoin de savoir que vous êtes là, a-t-il dit. Cette phrase est devenue l'encre à laquelle je me suis accroché. Plus tard, quand je suis sorti dans le couloir pour respirer, j'ai surpris Thomas et une autre infirmière chuchoter près du chariot de matériel. Une femme a appelé pour demander des nouvelles du garçon, elle a dit qu'elle ne donnerait pas son nom, juste qu'elle était de la famille. Très insistante, a refusé de laisser un numéro de rappel. Quelque chose m'a piqué à la base du cou. J'ai pensé à ma mère, à l'appel manqué de Paris sur le téléphone de Léo, mais je me suis forcé à repousser cette idée. Elle était trop occupée à organiser des événements et à planifier l'anniversaire de Camille pour tourner autour de la chambre d'hôpital de mon fils en secret. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Je suis resté au chevet de Léo alors que le ciel s'assombrissait dehors. Mon père, Philippe, a appelé pour dire qu'il arriverait à Annecy dès qu'il le pourrait. Des amis ont proposé de passer voir l'appartement. Les infirmières m'ont encouragé à me reposer, mais je ne pouvais pas partir. S'il se réveille et que je ne suis pas là, ai-je dit à Thomas, il pensera que je l'ai abandonné. Thomas n'a pas discuté. Il m'a juste apporté une couverture et a baissé les lumières. Je me suis assis dans cette chaise en plastique rigide, ma main posée sur le bras de Léo, écoutant le bip régulier qui dictait maintenant le rythme de mon monde. Chaque soulèvement de sa poitrine semblait emprunté. Chaque souffle semblait fragile. Et alors que la première longue nuit s'installait autour de nous, une promesse s'est enroulée autour de mon cœur comme un lien indéfectible. À partir de ce moment, je vivrai au rythme des battements de cœur de mon fils, quoi qu'il en coûte. Au deuxième matin en réanimation, l'épuisement s'était installé si profondément dans mes os qu'il semblait physique, comme une seconde colonne vertébrale faite de plomb.
J'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la salle de bain. Yeux injectés de sang, barbe de 3 jours assombrissant ma mâchoire, chemise froissée par trop d'heures passées recroquevillée dans une chaise en plastique. Je me suis aspergé le visage d'eau froide, mais rien n'a lavé la lourdeur sous ma peau. Quand j'ai ouvert la porte, Thomas attendait dans le couloir avec un gobelet de café en carton. Il avait un goût de brûlé et d'eau, mais c'était la première chose chaude que je tenais depuis la veille. Le médecin m'a arrêté avant que je ne rentre dans la chambre de Léo. Il a dit que l'édème restait stable, ce qui n'était pas une mauvaise nouvelle, mais pas une bonne nouvelle non plus. Nous attendons, a-t-il dit. Attendre, mon verbe le moins préféré de la langue française. De retour dans la pénombre de la réa, je me suis assis près du lit de Léo, écoutant le clic et le bip régulier des machines. Chaque son ressemblait à un rappel de sa fragilité. J'ai baissé la tête et chuchoté, posant des questions sans réponse. S'il ne se réveillait pas, qui deviendrais-je? S'il se réveillait mais ne pouvait pas marcher, parler ou se souvenir de moi, quel genre de père cela ferait-il de moi? Je fixais ses petites mains contusionnées et je me demandais comment une vie pouvait basculer si violemment en une seule heure. Alors que les minutes s'étiraient, mon esprit a dérivé vers Saint-Germain-en-Laye, vers la maison où chaque mur brillait et chaque conversation ressemblait à une performance. Je pouvais voir la longue table de salle à manger polie comme un miroir, les verres en cristal alignés avec une précision militaire. J'étais redevenu un adolescent, assis raidement pendant que Camille récitait sa thèse primée, et ma mère applaudissait comme si elle assistait à une pièce de théâtre à Paris. Quand c'était mon tour, je mentionnais une photo que j'avais prise, quelque chose dont j'étais fier, mais ma mère ne me laissait même pas finir. « Bastien, concentre-toi sur quelque chose de concret, disait-elle. La photographie ne te mènera nulle part. » Sa voix résonne encore dans ma tête, aussi tranchante que l'argenterie qu'elle alignait lors de ses dîners. Puis vint la phrase qui a façonné toute la trajectoire de ma vie, « Tu n'as pas le droit d'échouer. » Je n'ai pas élevé un fil médiocre. J'ai passé des années à essayer de fuir cette phrase. Camille était tout ce que je n'étais pas. Elle correspondait à chaque moule, atteignait chaque objectif, suivait chaque script que notre mère lui tendait. Note parfaite, travail parfait, famille parfaite. Elle n'a jamais cherché à être ma rivale. Elle existait simplement dans une maison où sa seule présence suffisait à m'éclipser. Je ne lui en voulais pas. Pas vraiment. J'en voulais à la façon dont notre mère utilisait ses réussites comme une arme pour souligner mes insuffisances. Finalement, j'ai arrêté de rentrer à la maison sauf si j'y étais obligé. Les Alpes sont devenues plus qu'une distance géographique. C'était une survie. Un autre souvenir a refait surface, le jour où ma mère a annoncé qu'elle avait ouvert un plan d'épargne-études pour Léo. Je venais de traverser le divorce. Mon compte en banque s'amenuisait plus vite que je ne pouvais le remplir. Son offre ressemblait à une bouée de sauvetage jusqu'à ce qu'elle me dise les conditions. Elle contrôlait le fond. Toute décision majeure concernant la scolarité de Léo ou notre lieu de vie devait être approuvée par elle. J'ai cédé parce que j'avais peur. Peur d'échouer mon fils avant même d'avoir appris à me tenir debout seul à nouveau. Assis en réanimation maintenant, regardant les chiffres de mon propre compte d'épargne presque vide, je comprenais à quel point elle tenait encore fermement les ficelles que j'avais essayé de couper. Si elle retirait son soutien, l'avenir de Léo deviendrait une pente beaucoup plus raide à gravir. C'était la fin d'après-midi quand je suis sorti dans le couloir après avoir parlé à nouveau avec le médecin. Le soleil était bas, projetant une lumière couleur miel à travers les fenêtres, adoucissant les murs stériles un instant. C'est là que mon téléphone a vibré. Maman. Ce seul nom a fait se contracter mon estomac. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Elle a demandé des nouvelles de Léo, mais son ton n'avait aucune profondeur, aucun tremblement, aucune peur. Avant que je puisse finir d'expliquer, elle a pivoté. Demain, c'est le 30e anniversaire de Camille. Toute la famille sera là. Des gens importants, Bastien. Tu ne peux pas nous embarrasser en étant absent. J'ai fixé le sol. Je ne vais nulle part. Léo est en réanimation. Il pourrait mourir. Sa réponse fut de glace, les médecins peuvent gérer ça. La famille passe avant tout. Si tu ne viens pas, je reconsidérerai tout soutien financier. J'ai fermé les yeux fort. Tu utilises cet hôpital pour me contrôler. Elle a expiré au téléphone comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Si tu ne veux pas honorer ta famille, alors tu n'en fais plus partie. Et elle a raccroché. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas supplié.
Ma main tremblait alors que j'ouvrais mon téléphone, trouvais son nom et appuyais sur « Bloquer ». Mon corps semblait vide, et pourtant quelque chose en moi s'est stabilisé pour la première fois depuis des années, comme le moment avant qu'un plongeur ne traverse la surface de l'eau. Presque immédiatement, un email de la banque est apparu. Une notification, changement d'autorité de gestion, plan épargne Léo Delacroix. Mon souffle s'est figé. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais l'effroi s'est répandu en moi comme de l'encre froide. Je suis retourné dans le couloir, vers la douce lueur de la chambre de Léo, et je me suis tenu devant la vitre, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser avec l'aide d'une machine. J'ai chuchoté pour moi-même, cette fois, je le choisis lui. Et pour une fois, il n'y avait aucune hésitation, aucune culpabilité, aucune guerre en moi. Juste une certitude calme et solide que quoi qu'il arrive ensuite, je me tenais enfin du bon côté. Cette nuit-là, la 3e nuit, j'ai refusé de fermer les yeux. La chambre de Léo était sombre, à l'exception des moniteurs projetant des verts et des bleus mouvants sur les murs. Je me suis assis près de son lit, sentant chaque muscle de mon dos protester, mais ne me souciant pas assez de bouger. Thomas est entré pour vérifier ses pupilles et a murmuré, il y a une légère amélioration. Légère, mais suffisante pour s'y accrocher comme à une ligne de vie. Je me suis penché en avant, posant ma main sur celle de Léo. Quelque temps après minuit, les doigts de Léo ont tressailli sous les miens. Pas un réflexe, pas un spasme, une pression délibérée, faible, mais indéniable. Mon souffle s'est coupé. Thomas s'est précipité quand j'ai appelé son nom, et après avoir examiné Léo, il a hoché la tête. Il réagit à votre présence. J'ai senti les larmes monter avant de pouvoir les arrêter. Pour la première fois depuis l'accident, l'espoir ne ressemblait pas à une trahison. Il ressemblait à de l'oxygène. Mais alors, un autre souvenir a refait surface, un que j'avais balayé quand il l'avait mentionné pour la première fois. Il y a 2 semaines, Léo était rentré à la maison calme, tirant sur les manches de son sweat à capuche. Quand j'ai demandé ce qui n'allait pas, il a chuchoté, « Papa, une dame n'arrête pas de me regarder à l'école. » J'avais écarté cela, pensant que c'était une enseignante, une bénévole, peut-être un autre parent. Maintenant, assis dans cette chambre avec les machines qui bipent et la main de mon fils faiblement enroulée autour de la mienne, les mots se sont glissés à nouveau dans mon esprit et s'y sont installés. J'ai senti la peau de mes bras se tendre. À l'aube, mon téléphone a vibré avec un autre appel d'un numéro de la région parisienne. J'ai répondu, mais tout ce que j'ai entendu était un bruit de fond. Puis la ligne a été coupée. Les appels ont continué toute la matinée, chacun se terminant de la même manière. Cela ne semblait plus aléatoire. Cela ressemblait à une pression. Des yeux sur ma nuque, une présence que je ne pouvais pas encore nommer, mais que je sentais se rapprocher. En milieu de matinée, le médecin est entré et a dit qu'il diminuait la sédation de Léo. Nous devons voir ce que son cerveau peut faire par lui-même, a-t-il expliqué. J'ai hoché la tête, le cœur battant, regardant les paupières de Léo trembler comme si elles essayaient de se rappeler comment se soulever. Sa respiration s'est stabilisée, chaque inspiration un peu plus forte qu'avant. Puis ses cils ont battu et, un instant, ses yeux se sont entr'ouverts, flous, vitreux, mais ouverts. Ses lèvres ont bougé. Je me suis penché tout près, si près que je pouvais sentir la faible chaleur de son souffle. Sa voix est sortie comme un raclement, « Papa, j'ai peur. » J'ai avalé ma salive, la voix épaisse. « De quoi, mon grand ?» Il a cligné des yeux lentement, luttant. « La dame. » Mon rythme cardiaque affaibli. « Quelle dame ?» Pas de réponse. Ses yeux se sont refermés, l'effort étant trop grand pour lui. Mais quelque chose avait été mis en mouvement, quelque chose que je ne pouvais plus arrêter maintenant. Plus tard, lors d'un contrôle de routine, le médecin a posé à Léo une série de questions simples. Léo parvenait à peine à articuler, mais une phrase est sortie, douce et brisée, « J'ai vu le gros 4x4 gris. » Un frisson m'a traversé. Le Range Rover de ma mère était gris argenté. Très argenté. J'ai chassé cette pensée. Trop fou, trop cruel. Mais la graine avait été plantée, et elle faisait mal. Quand je suis finalement sorti de la réanimation dans le couloir, les néons au-dessus de moi bourdonnaient faiblement. Mes mains étaient froides, plus froides qu'elles n'auraient dû l'être. L'espoir me réchauffait d'un côté tandis que l'effroi me glaçait de l'autre. En marchant vers la salle d'attente, j'ai pressé une paume contre ma poitrine comme pour calmer la tempête à l'intérieur. Les mots de Léo tournaient en boucle. La dame, la peur,
le 4x4 gris. Je ne sais pas ce que je suis sur le point de découvrir, ai-je chuchoté pour moi-même. Mais quoi que ce soit, c'est déjà en train de tout changer. Au moment où Léo a chuchoté à propos du 4x4 gris, quelque chose en moi est passé de la peur à une sorte de résolution aiguë et concentrée. Je ne pouvais pas rester assis dans cette chaise une seconde de plus. J'ai demandé à Thomas de rester avec lui, promettant que je ne serais pas parti plus d'une demi-heure. Bien que chaque pas m'éloignant de la réa ressemblât à un saut dans le vide, j'ai conduit directement au commissariat d'Annecy. Les paumes moites sur le volant, repassant la voix de Léo dans ma tête. Je suis entré et j'ai demandé à déposer une main courante liée à un délit de fuite près du Semnoz. Le capitaine Lemoine m'a reçu dans le hall, un homme calme au regard posé, le genre de flic qui avait l'air d'avoir tout vu 2 fois. Quand il a demandé si Léo avait déjà mentionné être suivi ou observé par un adulte, je me suis entendu expliquer l'histoire étrange que Léo m'avait racontée sur une femme debout près de la grille de l'école. Lemoine n'a pas balayé l'info. Il a griffonné rapidement, sa mâchoire se serrant à mesure que je parlais. Il m'a fait signe de le suivre dans la salle de vidéosurveillance urbaine où un grand écran couvrait tout un mur. Il a tapé le créneau horaire 10h10 à 10h30 et a récupéré les images de la départementale menant au bois. Mon cœur battait dans ma gorge alors que la vidéo granuleuse clignotait sur l'écran. Les voitures défilaient régulièrement. Puis, à exactement 10h16, un Range Rover gris argenté s'est glissé dans la voie de tournant vers le sentier. Mon estomac a chuté si fort que j'ai dû saisir le dossier d'une chaise. C'était le modèle que ma mère conduisait. Lemoine a zoomé sur la plaque arrière, bien que l'angle de la caméra ne permette pas une lecture complète. Pourtant, le début de la plaque était clair. J'ai essayé de rationaliser. Annecy n'était pas si loin de Paris en TGV, mais en voiture c'était long. Beaucoup de Français possédaient des SUV gris, mais la raison ne tenait pas. Une pulsation froide a commencé au centre de ma poitrine. Puis Lemoine a interrogé sur les appels masqués sur mon téléphone. J'ai sorti l'écran montrant la liste des numéros répétés qui avaient raccroché à chaque fois. Il a entré les chiffres dans son ordinateur. Ces bornages viennent d'une tour cellulaire à 400 mètres de l'adresse de votre mère à Saint-Germain, a-t-il dit. Quelque chose dans la pièce a basculé. J'ai appuyé mes mains sur la table juste pour rester debout. Un souvenir m'a percuté, datant d'années plus tôt, Léo, seulement 5 ans, assis sur l'îlot central de la cuisine de ma mère, mangeant des fruits qu'elle avait coupés en cubes parfaits. J'étais sorti de la pièce un instant et je l'avais entendu lui dire sur ce ton mielleux qu'elle réservait à la manipulation, « Si ton père ne t'élève pas correctement, grand-mère s'occupera de tout. » À l'époque, j'en avais ri, me convainquant qu'elle avait simplement dépassé les bornes comme toujours. Maintenant, cela revenait comme une lame que je n'avais pas vu venir. Quand je suis sorti du commissariat, j'essayais encore de respirer normalement quand mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Camille. Avant que je puisse parler, elle pleurait déjà. Bastien. Maman n'était pas à la maison ce matin-là. Elle est partie précipitamment. J'ai regardé les journaux de l'alarme. Le garage s'est ouvert juste après 5 heures du matin. Sa voiture n'est revenue que vers midi. Je me suis figé sur le trottoir. Les voitures passaient. Les gens bougeaient autour de moi, mais je me sentais suspendu dans un moment qui n'appartenait pas au monde extérieur. « Sais-tu où elle est allée ?» ai-je demandé. « Non » a chuchoté Camille. « Mais je pense qu'elle cache quelque chose. » Je ne pouvais plus parler. J'ai mis fin à l'appel et j'ai couru vers ma voiture, mon souffle brisant mes pensées, éclatant en morceaux déchiquetés. Sur le trajet du retour vers l'hôpital, je n'arrêtais pas de répéter la même chose à voix basse comme un disque rayé, non, non, non. Mais la vérité s'installait déjà, lourde et indéniable. Quand je suis entré à nouveau dans le hall de l'hôpital, l'odeur de désinfectant, le bourdonnement des néons, le poids de la réanimation 2 étages plus haut. Une réalisation s'est enroulée autour de ma colonne vertébrale comme de la glace. La vérité que je poursuivais pourrait mener directement à la personne qui m'avait mis au monde. Et pour la première fois, je ne savais pas si je pouvais supporter la réponse. J'avais à peine franchi les portes de la réanimation quand je l'ai vue. Catherine Delacroix se tenait dans le couloir comme si les lieux lui appartenaient, portant une robe tailleur et des perles, comme si elle sortait d'un brunch mondain au lieu d'entrer dans un hôpital où son petit-fils était entre la vie et la mort. J'ai senti la colère monter comme une chaleur dans mon cou, entrant en collision avec une vieille peur familière. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je demandé. Elle m'a toisé rapidement, notant mes vêtements froissés et mon visage mal rasé. « Tu as l'air terrible, Bastien. »
C'est pour ça que je t'ai dit de prendre mieux soin de toi. Léo est dans un état critique, ai-je dit les dents serrées. Elle a agité une main manucurée. Tu dramatises. Les enfants tombent, ils se blessent. Tu rends ça plus gros que ça ne l'est. J'ai dû serrer mes doigts en poing pour empêcher ma voix de se briser. Le détachement froid dans son ton était pire que la colère. C'était du mépris, de l'indifférence, une vision du monde où les autres n'étaient que des accessoires. Avant que je puisse répondre, Thomas s'est précipité dans le couloir. Il se réveille davantage, a-t-il dit. Vous devriez venir maintenant. J'ai bougé pour le suivre, mais ma mère s'est engouffrée derrière moi. Au moment où Léo l'a vu à travers l'embrasure de la porte, son corps a sursauté comme s'il avait reçu un choc. Sa respiration s'est emballée. Les alarmes ont commencé à sonner, et il a tendu la main vers moi, paniqué. Thomas lui a immédiatement barré la route. Madame, vous devez sortir. Vous angoissez le patient. Elle a essayé de protester, mais il a fermé la porte. À l'intérieur, Léo s'accrochait à ma main, ses yeux grands ouverts et vitreux, des larmes s'accumulant au coin. Ça va, ai-je chuchoté. Tu es en sécurité. Je suis là. Quand sa respiration a suffisamment ralenti pour qu'il puisse parler, il m'a regardé avec un mélange de peur et de culpabilité qui m'a déchiré. Papa, je l'ai vu. Sa voix tremblait. J'ai vu mamie dans le 4x4. Mes genoux ont faibli. Tu es sûr? Il a hoché la tête, pleurant plus fort maintenant. Elle me suivait. J'ai couru. La voiture arrivait vite. J'ai essayé de bouger. Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas réussi. Je l'ai serré contre moi, sentant ses côtes trembler sous ma main. Chaque partie de moi voulait nier, rejeter les mots qui sortaient de sa bouche. Mais les pièces des dernières 48 heures commençaient à s'emboîter comme un mécanisme de serrure. Quand Léo a dérivé à nouveau vers un sommeil léger, je suis sorti dans le couloir, mon pouls battant si fort qu'il noyait tout le reste. Ma mère se tenait les bras croisés, son expression arrangée proprement comme si elle attendait que je m'excuse pour le dérangement d'avoir été convoqué. J'ai marché droit vers elle. Les caméras ont filmé ton 4x4. La plaque correspond à ta série. Où étais-tu ce matin-là? Pour la première fois, quelque chose a vacillé sur son visage. Peur, culpabilité, ou simplement l'irritation d'être prise au dépourvu. Mais ensuite, elle s'est redressée, affûtant sa posture pour retrouver son assurance habituelle. Bastien, tu es ridicule, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de son acier habituel. Dis-moi la vérité. Elle s'est approchée, baissant la voix jusqu'à un quasi-chuchotement. Tout ce que j'ai toujours fait a été pour protéger cette famille, pour protéger Léo. Sa place est avec nous, pas dans cette vie de bohème que tu essaies de bricoler ici. Ma poitrine s'est serrée jusqu'à ce que je pense que quelque chose allait craquer. Dis-le clairement, ai-je dit. Est-ce que tu le suivais? Elle n'a pas répondu, mais le silence a plané entre nous comme un aveu. À travers la vitre, j'ai vu Léo bouger à nouveau, m'appelant d'une voix brisée. Derrière moi, l'expression de Thomas s'est durcie. Vous devez la garder loin de lui, a-t-il dit calmement. J'ai hoché la tête, bien que tout mon corps tremblât. Je me suis retourné pour regarder ma mère, réalisant en un instant fracassant que la sécurité de mon fils et l'existence de la famille avec laquelle j'avais grandi ne pouvaient plus coexister. Et debout là, sous cet éclairage d'hôpital agressif, j'ai compris quelque chose avec une clarté absolue. Rien de tout cela n'était plus juste un conflit familial. C'était une bataille que je n'avais jamais voulu, mais que je n'avais maintenant d'autre choix que de finir. Le capitaine Lemoine m'a appelé dans une petite salle de consultation cachée derrière l'AREA. Les néons bourdonnaient au plafond, ce genre de bourdonnement qui donnait l'impression que les murs se rapprochaient. Il a fait glisser un dossier vers moi et a parlé doucement, mais rien n'a adouci le coup. Les images de surveillance de la résidence de ma mère à Saint-Germain montraient son 4x4 quittant l'allée à 5h42. Pas de détour, pas d'arrêt. Un trajet direct vers le sud-est, vers Annecy, correspondant au créneau de l'accident de Léo presque à la minute près. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine se fissurer puis se vider. Il a ouvert un autre fichier et a montré l'image améliorée de la caméra près du bois. La plaque d'immatriculation était entièrement visible maintenant. Ce n'était plus un peut-être. Ce n'était pas une possibilité. C'était exactement la plaque du Range Rover de ma mère. Mon souffle a quitté mon corps d'un coup, comme si quelqu'un m'avait frappé à l'estomac. Je suis resté assis,
figé, fixant la preuve que la personne à qui j'avais essayé de plaire toute ma vie pouvait être la même personne qui avait envoyé mon fils en réanimation. Je suis retourné vers la chambre de Léo avec des jambes qui ne semblaient pas attachées à moi. Ma mère se tenait devant la porte, sa posture impossiblement droite, son visage composé comme si elle s'apprêtait à faire un discours lors d'un gala plutôt que d'affronter les conséquences de ses actes. « Assieds-toi, ai-je dit. On va parler. » Elle a eu un petit rire nerveux. « Bastien, honnêtement. Tu donnes à ça des proportions démesurées. Personne ne voulait qu'il arrive quoi que ce soit de mal. » Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Camille. Je l'ai mise sur haut-parleur. Sa voix était frénétique et tremblante. Ne laisse pas maman mentir. J'ai trouvé un journal GPS imprimé dans son bureau. Elle a traqué le trajet de Léo vers l'école, vers le parc, partout pendant 3 semaines. La couleur a quitté le visage de ma mère. Elle a tendu la main pour attraper mon bras, mais je me suis écarté comme si son contact me brûlait. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Pourquoi suivais-tu mon fils ?» Elle n'a pas répondu. J'ai senti quelque chose en moi céder, la retenue que j'avais maintenue toute ma vie se brisant enfin. « Pourquoi ?» Ma voix est sortie plus forte que prévu. « Dis-moi pourquoi tu suivais un petit garçon de 7 ans. » Le silence s'est étiré jusqu'à ce que même le bruit du couloir semble s'estomper. Puis elle a redressé ses épaules et a parlé avec un calme glacial, comme si elle annonçait une décision commerciale. « Tu n'es pas capable de l'élever. Je voulais le ramener à la maison. Il a besoin de structure, de discipline, de la vie que tu n'as jamais réussi à construire. » Elle a levé le menton d'une manière que j'avais vue toute mon enfance. Je ne le laisserai pas devenir une autre déception. Les mots m'ont frappé plus fort que n'importe quel coup. Puis mon père est apparu dans l'embrasure de la porte. Philippe, silencieux, grisonnant, tenant une pile de papier avec des mains tremblantes. Ses yeux étaient vitreux, gonflés. « Catherine, a-t-il chuchoté. Tu dois dire toute la vérité. » Elle s'est détournée de lui, mais il s'est rapproché de moi, la voix brisée alors qu'il parlait. « Bastien, je suis désolé. Ce n'était pas un accident. Elle est allée après Léo. Il l'a fui. Elle a essayé de se rabattre trop vite pour lui couper la route. Elle a perdu le contrôle du véhicule. Et c'est arrivé. J'ai senti le monde basculer sur le côté. Mon père, l'homme qui avait passé des décennies à essayer de lisser sa cruauté, ne pouvait finalement plus la protéger. Et pourtant, ma mère n'avait pas l'air honteuse. Elle avait l'air agacée. « J'ai fait ce que je devais faire », a-t-elle dit. Pour cette famille. J'ai reculé d'elle, comme si l'espace était le seul moyen de continuer à respirer. J'ai finalement trouvé les mots qui s'étaient accumulés en moi depuis le moment où j'avais vu Léo brisé et contusionné sous les lumières de l'hôpital. Tu as failli tuer ton propre petit-fils. Et tu penses encore avoir raison. Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. J'ai marché dans le couloir, trouvé le poste des infirmières et demandé le capitaine Lemoine. Quand il est arrivé, j'ai dit les mots que je n'aurais jamais imaginé dire, je veux porter plainte contre ma mère, Catherine Delacroix, pour mise en danger de la vie d'autrui et coups et blessures involontaires. Puis je suis retourné dans la chambre de Léo. Il a bougé alors que je prenais sa main, se penchant vers moi comme il l'avait toujours fait quand quelque chose l'effrayait. J'ai chuchoté une promesse que seul lui et les machines qui bipaient pouvaient entendre. Personne ne te fera plus jamais de mal, pas même elle. Et pour la première fois de ma vie, la peur de perdre ma famille ne m'a pas arrêté. Elle a tout clarifié. Une année entière a passé, chaque saison marquant une étape différente dans notre retour à nous-mêmes. J'ai déverrouillé la porte de notre nouvelle location, petite, ensoleillée, nichée près de la lisière des pins à Thônes, et Léo s'est précipité à l'intérieur devant moi, ses baskets couinant sur le parquet. J'avais fait des heures supplémentaires pendant des mois à réparer des objectifs, à photographier des mariages dans la région, à faire du montage jusqu'à l'aube. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête, et c'était à nous, construit sans l'ombre de l'argent et de la croix planant au-dessus de nous. Léo se déplaçait dans la maison avec aisance maintenant. Plus de plâtre, plus de déambulateurs, juste un garçon qui s'était battu pour revenir, un jour à la fois. Il tressaillait encore au bruit de moteurs forts, mais la thérapie l'aidait à démêler la peur. 3 mois à la fois, nous nous sommes assis dans des salles d'attente ensemble, apprenant tous les deux à respirer dans ce nouveau monde où le passé ne disparaissait pas, mais ne nous gouvernait plus non plus. La procédure judiciaire a duré des mois. Au final,
Le permis de ma mère a été annulé pour 5 ans, et elle a été placée sous contrôle judiciaire avec obligation de soins. Le plan épargne qu'elle utilisait autrefois comme moyen de pression a été transféré entièrement sous mon contrôle par décision de justice. Philippe a quitté le domaine familial. Il ne pouvait pas rester dans une maison où le déni était devenu une seconde langue. Il vivait tranquillement près de Lyon maintenant, tendant la main occasionnellement, sa relation avec moi était prudente, mais plus vide. Camille et moi nous parlions toutes les quelques semaines sans que les attentes de notre mère ne pèsent comme un poids sur chaque conversation. Nous commencions à redécouvrir qui nous étions l'un pour l'autre. Une fin d'après-midi, alors que je réglais la chaîne du vélo de Léo dans l'allée, il s'est assis à côté de moi, déchiquetant des aiguilles de pain avec de petits doigts attentifs. « Papa » a-t-il dit doucement. « Tu sais pourquoi les moteurs me font peur ?» Je lui ai dit que je supposais que c'était à cause de l'accident, parce que la mémoire s'accroche parfois au son. Il a secoué la tête. C'est parce que quand grand-mère est arrivée ce jour-là, elle n'a pas juste appelé mon nom. Il a avalé sa salive, la voix tremblante. Elle m'a dit que tu n'étais pas assez bien pour t'occuper de moi. Les mots ont percé un trou droit dans ma poitrine. Toute ma vie, j'avais pensé que les dégâts qu'elle faisait s'arrêtaient à moi. Mais la douleur, comme je l'avais appris, était quelque chose que les familles transmettaient parfois sans permission. J'ai posé ma main sur son épaule et je l'ai tournée vers moi. Ne crois jamais personne d'autre sur qui je suis, ai-je dit doucement. Crois seulement ce que tu vois, ce que tu sais. Toi et moi, c'est nous qui décidons de ce qu'est notre famille. Pour la première fois, quand un camion a grondé dans la rue derrière nous, Léo ne s'est pas tendu. Il a jeté un coup d'œil vers le son, puis m'a regardé et a hoché la tête. Une semaine plus tard, nous avons marché jusqu'à un terrain vague près de notre nouvelle maison. J'ai stabilisé l'arrière du vélo de Léo alors qu'il montait dessus. Il a poussé lentement au début, vacillant, se concentrant fort. Puis il a pris de la vitesse, pédalant plus vite, levant le menton vers le vent. « Papa, regarde !» Il a crié, se retournant juste assez longtemps pour que je voie la lumière dans ses yeux, clairs, sans fardeau, libre. J'y arrive. Je l'ai regardé faire le tour du terrain, son rire résonnant à travers l'espace ouvert. Le garçon qui ne pouvait autrefois pas affronter le bruit d'un moteur fonçait maintenant vers l'horizon, petit et féroce, et plein de la vie qu'il avait failli perdre. Pour la première fois depuis l'accident, je me suis laissé respirer profondément. Vraiment respirer. L'air parfumé au pin a rempli mes poumons, vif et froid, nettoyant les débris qui y vivaient depuis des années. Je suis resté immobile, sentant la brise bouger à travers les grands arbres au-delà du terrain, sentant le bourdonnement régulier d'une vie que nous avions construite sur les ruines. J'ai perdu la famille dans laquelle j'ai grandi, ai-je dit doucement, plus pour moi-même que pour quiconque. Mais j'ai gagné celle qui compte. Et pour la première fois de toute ma vie, je me suis senti reconnaissant pour le choix que j'avais fait et certain d'avoir enfin choisi le bon. Parfois, la vie nous brise d'une manière à laquelle on ne s'attend jamais. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est choisir qui nous devenons par la suite. Pour moi, c'était choisir mon fils plutôt que la famille que je craignais autrefois de perdre. Choisir la paix plutôt que le contrôle, la guérison plutôt que le silence. Si ce voyage a touché quelque chose en vous, j'aimerais lire vos pensées. Peut-être que vous écoutez par une nuit calme. Ou peut-être que le temps dehors reflète la lourdeur ou l'espoir dans votre propre cœur. Où que vous soyez, laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir que vous êtes là avec moi. Et si vous voulez suivre plus d'histoires vraies comme celle-ci, des histoires sur la résilience, l'amour et le combat pour ce qui compte vraiment, pensez à vous abonner. Votre présence signifie plus que vous ne le pensez. 180,8 S